Imaginez-vous devenu un grand avocat. J'ai cité l'exemple d'avocat, mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel métier adepte de cet adage. Je précise que je ne vise aucun métier en particulier. En gros, un métier qui vous permet d'avoir votre propre bureau, vous êtes reconnu par tous, les avocats se battent pour une place au sein de votre cabinet ou de votre équipe en général. Vous êtes tellement reconnu à l'échelle nationale pour votre expertise que seuls les milliardaires ont la possibilité d'avoir recours à vos services. Et surtout, vous êtes fortuné. Une vie de rêve, n'est-ce pas? Néanmoins, vous n'êtes pas heureux. C'est étrange, non? Tout ce pouvoir, tout cet argent, tout ce que vous possédez ne vous suffit-il pas? Quand vous vous regardez dans la glace, vous êtes dégoûté parce que vous voyez. Est-ce parce que vous êtes complexé physiquement? N'avez-vous pas assez confiance en vous? Ou simplement parce que vous savez que vous êtes un monstre incarné en être humain? Vous savez très bien que la position sociale que vous avez aujourd'hui et tout votre pouvoir ne pouvez être en votre possession que si vous aviez eu recours à la corruption, à l'hypocrisie, au mensonge et à la trahison. Car sinon, vous ne seriez même pas avocat, car même votre diplôme est faux. Et vous êtes terrifié à l'idée de voir la police débarquer chez vous et vous emmener. Car vous savez que vous n'allez pas vous en sortir que si vous employez des moyens illégaux. Et donc, vous êtes plongé dans cet océan de remords. Vous essayez tant bien que mal de vous en sortir. Mais non, le mal est tentant. Vous avez toujours cet appel du côté obscur. Vous êtes tellement pris dans les griffes du vice qu'inconsciemment le fait de le quitter resterait une idée inenvisageable pour l'éternité. Comment droguer finalement? Et oh Dieu, que ce sentiment est horrible. La seule chose qui apaise votre conscience est la fameuse citation « La fin justifie les moyens ». Cette illusion qui fait penser que malgré les atrocités les plus inimaginables que vous ayez faites, au moins, vous avez atteint votre petit objectif égoïste. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Opposants, êtes-vous aujourd'hui prêts à délaisser et à abandonner vos valeurs, vos principes, vous-même pour une quelconque finalité? Êtes-vous prêts à tuer et à sacrifier des gens et des innocents comme les Israéliens pour votre intérêt personnel? Et en fin de compte, venir devant tout le monde et dire que tout ce que vous avez commis comme crime est justifié par le fait que vous avez atteint votre but? Si oui, alors désolé de vous le dire, mais ce que vous défendez incite à l'indignité et au déshonneur. Car seules les personnes lâches et incapables à penser aux bonnes solutions passeront par des moyens lamentables afin d'atteindre un objectif qu'on n'a même pas la certitude qu'il soit juste ou important. Mais vu les moyens adoptés, c'est sûr que la fin dont parle la citation n'est pas si noble et si bénéfique que ça en a l'air. Et je vous vois venir, chers opposants, en me disant « Oui, mais qui a parlé de mauvais moyens ou encore qui a dit que la fin dont parle la citation ne servirait pas le bien d'autrui ?» Eh bien, sachez une chose, que tant qu'il y a quelque chose à justifier et à cacher, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et j'aimerais ajouter qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Sans oublier que les personnes braves et courageuses n'ont pas besoin de se cacher ou de se justifier ou encore à être forts et sournois. Et à être fort et sournois pour atteindre un objectif. Peu importe l'importance de l'objectif, il ne justifiera jamais les moyens immoraux et injustes pour l'atteindre. Et surtout, il n'aura pas la même importance et le même impact que ces moyens non éthiques. Avant de quitter ce beau pupitre, j'aimerais dédier à nos chers opposants un proverbe d'Aristote qui me tient à cœur et qui dit, je cite, « La lâcheté, c'est d'employer tous les moyens pour atteindre un but, sans se soucier de la noblesse des méthodes. » Et je trouve aussi que ça vous décrit parfaitement. Merci. Chers opposants, je dois dire que je ne suis pas surprise. Car, en effet, intéressant réquisitoire, et tout à cette intrigante accusation, en effet, bien sûr, insinuer que souhaiter vivre confortablement dans la réalité brutale dans laquelle nous vivons et faire vivre au passage peut être vu comme lâche de votre part. Bien. Ceci étant dit, la fin justifie les moyens, et tous les moyens sont bons.
Je pourrais continuer ainsi à vous citer les 1001 variations de cette même phrase, à l'essence machiavélique, aux sinistres intonations, aux préavis inquiétants, laissant derrière elle un goût amer avec cette juste teinte métallique qui étrangement rappelle l'unique sapidité du sang. Je pourrais continuer ainsi, à vous dépeindre un de mes plus fins pinceaux les plus ensorcelantes images, comme seul mon esprit éveillé est capable de le faire. Je pourrais faire tout cela et bien plus encore, seulement, débuter des mensonges a toujours été quelque chose qui m'a valu bien des tourments en grandissant. Alors non. Honorable galerie, vous n'aurez pas le plaisir aujourd'hui de me voir enjoliver la déplorable réalité que nous vivons, comme l'ont fait nos très chers opposants. Non. Au lieu de cela, je me tiendrai devant vous avec pour seule arme mon impudence effrontée, mon sens aigu de l'injustice et les indéniables évidences qui montrent qu'ils veulent nous prendre le mal par la main avant qu'ils nous prennent par la gorge. Et aussi charmant que cela puisse paraître, je doute que ce soit là le résultat escompté. Bien. Ceci étant dit, chère audience, vous me permettrez de vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé comment la race humaine, dans toute son effroyable splendeur et sa nature paradoxale, a-t-elle pu, a pu atteindre l'avancement exubérant d'avancement technologique que nous connaissons tous aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il a fallu sacrifier pour ramasser assez de connaissances afin de donner vie aux plus époustouflantes des créations ou infliger les plus effroyables bains de sang? Une intrigante question. Pour y répondre, vous me permettrez une impromptue leçon d'histoire. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous serez surpris d'apprendre qu'au XVIe siècle, un commerce à la nature immonde, grotesque et tout bonnement immoral a gagné en popularité avec les débuts de la Renaissance. N'ayez crainte, j'ai conscience de la cruelle ironie de la situation. Car après tout, quoi de plus logique que le fait que le siècle des Lumières ait vu naître quelque chose d'aussi dévergondé et corrompu que le trafic de cadavres. Bien évidemment, j'ai conscience que la nécessité d'un contexte s'impose. Voyez-vous, à cette époque, l'espérance de vie ne dépassait pas 40 ans. Et la médecine souffrait grandement. Alors, les plus fortunés des anatomistes de l'époque firent appel aux résurrectionnistes. C'est ainsi qu'on surnommait ceux pour qui la mort devint une affaire lucrative. En effet, par le biais d'exhumation de récents cadavres, la médecine put connaître la plus révolutionnaire de ses avancées. Tout cela pour dire qu'un acte aussi vil, cynique et dépravé que la violation d'une sépulture a pu sauver des millions de vies sur le long terme. Tout cela pour dire que malheureusement pour nous, nous ne vivons pas dans une utopie aussi idéalement parfaite que magnifiquement éphémère. Tout cela pour dire que, bien sûr, les plus grands empires ont vu le jour sur les champs de bataille irrigués par les torrents de sang et décorés par les cadavres des innocents. Ces mêmes empires, d'ailleurs, qui à présent gardent pour seule trace des arabesques sanglantes à la cruelle beauté, devant lesquelles le reste du monde ne peut s'empêcher de s'extasier. Dont les éternels auteurs ne sont autres que mort, agonie et souffrance. Et sur ce, mesdames et messieurs, j'ai le regret de vous annoncer que toute bonne chose a une fin. Mais avant de vous quitter, il subsiste encore une dernière perle de sagesse que je souhaite vous offrir. Sachez, honorable galerie, que dans la vie, ce ne sont pas les gens qui donnent raison, mais le temps. Et ayez la certitude la plus totale qu'avec l'écoulement de ce dernier, il vous sera très difficile de nier que le bien et le mal se touchent de si près qu'il est impossible de savoir où finit l'un et où l'autre commence. Merci. D'après ce que vous venez de dire et de ce que j'ai compris, vous préférez passer par le trafic de cadavres afin d'obtenir une certaine finalité pleine de développement ou je sais plus quoi.
Premièrement, c'était il y a bien plus longtemps et les temps ont changé. Et aujourd'hui, on vit dans une ère pleine de démocratie, donc on doit changer notre mentalité. Bon, passons. À vrai dire, c'est vrai. C'est exactement ce que je m'attendais de vous. De se cacher derrière la finalité, d'ignorer les moyens, qu'ils soient injustifiables ou non, et surtout de voir que les valeurs humaines vous importent peu. Mesdames et messieurs, la fin justifie les moyens. D'après l'équipe adverse, la réponse à cette question dépend des fins ou objectifs et des moyens employés pour les atteindre. S'ils sont bons et nobles et que les moyens employés pour les atteindre le sont aussi, alors oui, on peut dire que la fin justifie les moyens. Ce n'est cependant pas mon avis. Je pense plutôt qu'ils s'en servent comme excuse afin d'arriver à des certains buts par tous les moyens, qu'ils soient immoraux, illégaux, vicieux. La fin n'est pas vraiment une fin. À partir du moment que la pratique ne respecte plus sa valeur éthique, c'est juste une façon de ne pas assumer ses actes et de justifier ceci par la finalité. Il y a toujours plusieurs manières de faire et d'agir. Et cette expression induit que pour atteindre quelque chose, tous les moyens sont bons. L'idée est généralement de justifier une mauvaise cause par un résultat positif. Prenons par exemple. Justifier la torture, le massacre de personnes innocentes juste parce qu'ils sont considérés racialement impurs ou bien indésirables par le régime, comme a fait les nazis avec Adolf Hitler pendant la Seconde mondiale, avec les juifs, les roms, les handicapés, les opposants politiques, etc. Donc là, vous me dites que le meurtre de vie innocente est moralement condamnable. Néanmoins, la création d'une race allemande pure et parfaite est moralement juste. Où est donc la limite? Cet adage a été inventé par Philippe van den Clyde après avoir trahi Charles le Téméraire pour se mettre au service de Louis XV. Il a justifié ainsi son acte, non pas comme acte de tromperie, je sais pas, mais comme un réel engagement envers celui qu'il considérait le plus grand roi français. Sa tromperie a été justifiée car la finalité était de servir celui qu'il admirait. C'est par la suite que l'on retrouve une autre définition de cette citation avec le plus célèbre cher Nicolas Machiavel, avec à travers son propos politique Le Prince, où il analysait et retransmettait ses observations sur ce qui faisait un bon dirigeant. Bon, pour tout vous résumer, ils utilisent un tel adage pour arriver à des certaines fins par tous les moyens qui soient répréhensibles ou non. Alors, chers opposants, d'après ce que j'ai saisi, vous êtes des machiavéliques. Vous êtes des machiavéliques qui se cachent derrière une telle citation comme a fait auparavant Philippe van den Clyde, pour ne pas encore assumer vos actes et de plus rendre le monde un endroit cruel, tout en fermant l'œil sur les mensonges, les tromperies, l'hypocrisie, le meurtre. Tout ça pour le bien d'une unique finalité. Je suis navrée. Je suis navrée de voir ce que devient l'humanité jour après jour et de surtout voir nos chers camarades ici présents trouver des justificatifs à de telles atrocités. Mais ne vous découragez point. Mon équipe et moi sommes présentes aujourd'hui et le serons toujours pour défendre notre cause et notre but. Donc, et essentiellement de vous montrer le droit chemin. Merci. Il s'agit de là un mal nécessaire. Voyons, vous ne serez pas si naïfs pour assumer que la technologie était aussi avancée au XVIe siècle. Si la technologie n'était pas assez avancée, vous ne seriez même pas ici, chères opposantes. Et grâce à ces avancées technologiques, on a pu créer quelque chose qui nous a aidés, qui nous a développés. Et si vous acclamez que toutes les avancées technologiques qui ont été faites sont mal, donc donnez-nous des solutions. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Honorable jury, bien le bonjour. À l'aube, depuis l'époque illuminée d'Agora grecque, eurent lieu des débats qui transcendent la réalité du temps et de la philosophie, qui suscitent des réflexions profondes sur la nature humaine et les dilemmes éthiques qui ont tourmenté nos ancêtres avant nous et qui ont bravé les entraves des lois temporelles, les rendant ainsi éternels. Aujourd'hui, mieux qu'hier, je vous invite à plonger dans l'un de ces débats intemporels. La fin justifie-t-elle les moyens? Cette réalité peut être vérifiée dans de multitudes de cas de figure, ce qui prouve par extension la véracité de cette maxime. Un exemple très représentatif est celui de la désobéissance civile, un fait qui certes sème les crises de toutes sortes et le malheur, mais qui reste indéniable, un mal nécessaire pour aboutir au changement souhaité. Prenons l'exemple de l'avènement de la démocratie dans de nombreux pays. La lutte pour l'indépendance et l'établissement de régimes démocratiques ont souvent nécessité des moyens extrêmes, voire violents. Des soulèvements, des révolutions, des guerres ont eu lieu, souvent au prix de vies humaines et de souffrances considérables. Cependant, tout ceci a été justifié par la vision, plutôt le rêve d'une société plus libre et égalitaire. Mais il est essentiel d'être conscient de l'importance des conséquences souhaitées. L'homme qui bafoue ses valeurs morales au premier tournant en usant cette maxime comme excuse n'est qu'un lâche parmi tant d'autres. Il utilise cette réalité réconfortante au dur combat qui préserve l'éthique et la morale. Mais l'humain qui pour un dessein grandiose et qui nécessite une pointe de chaos pour aboutir, se délaisse d'une partie de ses valeurs pour, justement, améliorer sa situation et la situation de sa communauté. Cet humain-là n'est qu'un brave parmi les braves. Cette idée est très simple à exemplifier. Elle demande juste un peu d'imagination. Donc, prenons l'exemple d'un caissier qui use de subterfuges sournois afin d'ajouter quelques centaines de dirhams de plus dans sa poche à la fin du mois. Car, d'après lui, il trouve qu'il a un salaire minable. Et de l'autre côté, prenons un Jean Valjean qui butine des billets dans la poche des passants pour nourrir une famille au bord de la famine. En principe, c'est la même action. Mais croyez-moi, un voile fin sépare la cordiace la plus vile à la bravoure la plus désintéressée. Vous vous demandez certainement si j'ai bel et bien dit bravoure, n'est-ce pas? Car cela reviendrait à dire que notre Jean Valjean est un homme de valeur. Eh bien oui, un pickpocket contraint de voler pour nourrir les siens est un homme de valeur. Car, en fin de compte, la fin ne justifie-t-elle pas les moyens? Merci. Le bien et le mal sont très proches, mais c'est pour ça qu'on nous a éduqués. Mais voilà, nous n'avons pas tous eu la même éducation, à ce que je vois. La fin ne justifie pas les moyens, telle est l'affirmation. Les choix moraux en lutte et la conscience s'étonnent, car des chemins sombres, tortueux, sinueux nous mènent vers notre but au détour d'un nœud. Au dépend d'un chemin venimeux, des sacrifices faits, des dilemmes anxieux, la fin elle seule ne justifie pas ce que l'on veut. Mais gardons en mémoire dans notre quête ardente que l'éthique et la vertu ne doivent pas être absentes, que la fin si glorieuse soit aussi bienveillante pour que nos actions soient justes et cohérentes. Mesdames et messieurs, honorable jury, opposant bien le bonjour. Je me tiens aujourd'hui derrière ce pupitre pour débattre un sujet assez complexe, un sujet qui demande beaucoup de réflexion. La fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens. Après avoir donné une grande attention à ce sujet, je peux aujourd'hui vous dire que la fin ne justifie pas le moyen, car comme on le sait tous, il n'y a jamais de finalité absolue. Je m'explique. La fin ne justifie pas les moyens, car la fin est elle-même un moyen. Tout est question de temps. Pas que de temps, mais aussi de l'insatisfaction et l'ambition insatisfaite de l'humain. Car ce dernier n'est jamais satisfait et cherchera toujours à trouver une autre cible et une autre finalité une fois la finalité précédente est acquise. Et c'est là où cette fin acquise va se transformer en un autre moyen. Et ce moyen aboutira à une autre fin acquise et le cycle vicieux continue. Et pour illustrer mes propos, laissez-moi, chère audience, vous donner un petit exemple. Prenons l'exemple d'un jeune homme qui rêvait depuis très petit de devenir un policier. On dira qu'il a échoué son examen et parce qu'il tient tant à devenir policier, il décide d'utiliser un moyen immoral qui enfreint totalement à la loi.
Je parle de la corruption. Et devinez quoi? Il est maintenant policier. D'après la position de nos opposants, on dira que la fin qui est maintenant devenir policier justifie carrément le moyen qui est la corruption. Or que non. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que ce moyen-là qui est la corruption va tout simplement se transformer en un moyen. Autrement dit, l'ambition du policier augmentera plus et voudra augmenter son grade en devenant un commissaire. Pour devenir un commissaire, il utilisera le fait qu'il soit déjà policier, et nous savons tous comment il est devenu policier. Il utilisera d'autres moyens illégaux, non vicieux, qui en fera encore à la loi. Il deviendra commissaire, et le voilà coincé dans ce cercle vicieux encore. Donc d'après ce que je viens d'énoncer, on peut comprendre que lorsque l'origine de la chose est immorale et qu'elle nous incite à faire du mal, et à agir comme telle, votre supposée fin n'est pas là pour la justifier, car elle n'existe pas. Cette dernière se transforme en un autre moyen immoral, et par la suite, comme je l'ai affirmé précédemment. Donc ce qu'on peut retenir aujourd'hui de votre position opposant, c'est que non seulement vous normalisez la médiocrité qui est contre l'un des principes majeurs de notre établissement, mais en plus vous la soutenez. Mais malheureusement, vous n'avez rien à justifier à présent. Vos intentions ont été dévoilées. Cher auditoire, ne soyez pas comme ces gens assis à ma droite, des gens encourageant le crime et l'immoralité pour arriver à leur fin et venir se voiler la face en se justifiant. Ceci est le cas de plusieurs personnes de notre société, des gens encourageant le mal, hypocrites et qui pensent qu'à eux-mêmes et qui essaient tant bien que mal de soigner leur image devant la société en ayant l'air doux comme des agneaux, alors qu'en réalité ils sont rusés comme des renards. Donc je vous demande, cher public, de faire le bon choix et de choisir la voie de vérité et de l'honnêteté plutôt que celle de la tromperie et de l'hypocrisie. Merci. On m'a souvent répété que l'être humain avait un esprit trop imaginatif et excessivement idéaliste. J'ai toujours refusé d'y croire, mais bravo, chers opposants. Bravo, car vous avez constitué l'exemple vivant et brûlant de ce stéréotype. Bravo, car vous et moi n'avez pas de quoi vous inquiéter, puisqu'il suffit apparemment de suivre certaines morales, de respecter certaines éthiques pour subsister dans ce monde cruel. Quelle innocence infantile, quelle candeur aveuglante. Vous êtes des élèves de deuxième année bac, n'est-ce pas? Je m'attendais à plus de pragmatisme de votre part. Outre cela, je suis fière de citer que mes nobles acolytes et moi-même avons un sens inouï de la prédiction. En effet, nous nous attendions à une telle argumentation de votre part, impliquant le célèbre conflit israélo-palestinien dans la première intervention. Et nous ne pouvons qu'être subjugués devant ce recyclage somptueux d'arguments usés par le passé. Bref, précieuse audience, bien le bonjour. C'est avec un immense contentement que je me présente devant cet auditoire, au visage radieux, et face à cet honorable jury, au sourire solennel. Et c'est avec bien plus de régal et de délices que je me tiens derrière ce majestueux pupitre, respirant l'enivrante odeur du débat et de la compétition, et ressentant par tout mon corps l'énorme responsabilité que de remettre un minimum d'ordre dans vos esprits. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, permettez-moi de commencer. Fermez les yeux, reposez vos esprits et suivez le ton de ma voix. Imaginez-vous, pendant un bref instant, sur un lit d'hôpital, poussé par des dizaines d'infirmiers et suivi d'un médecin chirurgien, vous êtes conduit dans la salle d'urgence. Le visage baigné de larmes, le corps tremblant et le cœur battant, vous endurez tant bien que mal l'extrême douleur que vous ressentez au niveau du pied droit. Après une anesthésie reposante, vous goûtez à la vie de nouveau en ressentant cette souffrance se dissiper peu à peu. Hélas, le regard dessiné sur la face du chirurgien alors qu'il s'approche de votre lit est loin d'égaler l'exaltation que vous ressentez. Navré, cher patient, j'ai bien peur que vous soyez atteint d'une maladie mortelle. J'ignore si vous y connaissez quelque chose, mais il s'agit bien de la gangrène. Une affection liée à un arrêt de la circulation sanguine au niveau d'une ou de plusieurs parties du corps et qui condamne ainsi l'utilisation de cette partie. Vous êtes tétanisé. Une avalanche de pensées néfastes se prit en chemin dans votre esprit, anxieux et perturbé. Que faire, vous répondez. Comment puis-je être sauvé? Le médecin baissa les yeux et contempla le sol en prononçant les paroles suivantes. Il va falloir vous couper la jambe. Quel acte immoral, n'est-ce pas? Visualisons simplement ce que nos très chers opposants auraient dit dans une telle situation.
Quel geste sauvage! Ce médecin aurait-il perdu la tête? Priver une personne d'une partie de son corps, cela ne peut avoir lieu. Cherchons des méthodes plus saines d'intervenir et, pendant ce temps, laissons ce pauvre individu périr dans son éternelle agonie. Opposant, je vous répondrai simplement en disant: est-il juste d'abandonner ce pauvre patient dans la détresse infinie? Peut-on accepter de laisser périr cet individu pour des morales insensées? La mort n'attend pas, et si on n'agit pas maintenant, il sera trop tard. Ne serait-il pas plus sage de se pardonner cet acte brutal et violent qui est de couper la jambe à quelqu'un, mais pour arriver à cette fin glorieuse qui est de lui sauver la vie? Ne peut-on pas se permettre de commettre l'impardonnable pour arriver au formidable? Oui, nous sommes des machiavéliques, et nous sommes fiers de l'être si c'est pour sauver quelqu'un. Ouvrez les yeux, chers opposants, ouvrez les yeux, car il me semble que la naïveté... Nous ne vivons point sur une fleur rose et douce, mais bien sur un cactus épais et fade. Tout cela pour dire que vous ne pouvez arriver à une belle fin, sans souffrir, et sans faire souffrir autrui au passage. Merci. Bon, mademoiselle, pour vous répondre, je ne trouve pas où est le rapport avec la maladie ou le fait de couper une jambe avec le sujet du jour qui est la fin justifie les moyens. Car le fait de couper une jambe n'est pas un moyen immoral. Je trouve que vous avez besoin d'une définition du terme moyen immoral. Aussi, monsieur, vous avez parlé et vous avez affirmé qu'on était contre la technologie et vous nous avez accusés. Nul ne peut nier que la technologie a son importance dans notre génération. Cependant, vous êtes en train de dire qu'on peut fermer les yeux sur tous les moyens employés horribles aussi pour arriver à cette fin-là. Je trouve, et je pense que vous vous êtes bloqués dans le 16e siècle malheureusement, chers opposants. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les contre-arguments, je vais passer directement à mon intervention. Et donc, après avoir écouté attentivement les interventions de nos opposants, une question tourmente mon esprit et me laisse perplexe. Ces personnes-là ont-ils à ce point perdu leur sens de moralité et d'éthique? Non mais franchement, vous tenir devant ce pupitre et affirmer qu'aujourd'hui vous êtes prêts à oublier vos valeurs et principes afin d'arriver à une finalité et puis venir en fin de compte devant tout le monde et justifier ce comportement et vos crimes par cette finalité-là comme si rien ne s'était passé, n'est-ce pas, chers opposants? Je vois que vous avez tellement essayé de défendre votre position que vous êtes pris dans les filets de l'illusion. Et pour vous montrer, chère audience, que ce que défendent est assez trompeur, rien de mieux qu'une petite histoire. Alors, il était une fois une jeune fille nommée Aïcha. C'était une jeune fille studieuse qui étudiait dans l'une des écoles les plus prestigieuses de son pays. Elle y étudiait les sciences politiques et sociales. Malgré le fait qu'elle soit orpheline, l'État a pris en charge ses frais de scolarité. Les années passèrent et voilà Aïcha devenue désormais membre du gouvernement. Elle travaillait avec acharnement, néanmoins, d'après elle n'était pas récompensée comme telle. Un jour, elle a eu une proposition de la part d'un pays en conflit avec le sien. Cette proposition reposait sur le fait de divulguer des informations confidentielles de son pays à ce pays en conflit avec le sien. En échange, elle pourrait bénéficier d'une vie de luxe, elle pourrait vivre aisément pour l'éternité, pour le restant de ses jours. Une opportunité en or pour une personne qui se sent méprisée en permanence. Et effectivement, elle a réussi à saisir cette opportunité et a pris son pays, sa patrie, sa terre pour de l'argent. Opposants, je m'adresse à vous. Êtes-vous aujourd'hui en train de normaliser le fait de trahir votre cher pays, le Maroc, pour le sang matériel, d'abandonner vos valeurs et principes fondamentaux qui font de vous des êtres humains? Si la réponse à cette question est affirmative, alors vous normalisez les vols pour ne plus être affamé, les viols pour répondre et satisfaire votre besoin instinctif, le sexisme pour donner à la femme la place qu'elle mérite, car après tout, la femme n'est qu'un animal aux cheveux longs et aux idées courtes, n'est-ce pas, Schopenhauer? Les meurtres pour se venger, la torture pour obtenir des informations pour le bien de tous, n'est-ce pas? Coloniser une terre qui n'est pas la vôtre, car elle vous a été promise dans
je ne sais quel livre ancestral et tué et bombardé des villes, tué plus de 9000 personnes, dont 4000 enfants, car tout simplement, ils ne voulaient pas céder leur terre. Si aujourd'hui, vous dites que la fin justifie les moyens, alors notre génération est en péril et notre monde va de plus en plus mal. Donc, il faut vraiment se ressaisir, car sinon, je ne sais vraiment pas comment on va s'en sortir. Merci. Opposant, avant de passer à mon intervention, j'aimerais bien m'arrêter sur vos propos, car il me semble bien que vous êtes bien confus et que vos paroles ne sont ainsi que des jongleries verbales. Vous qui nous condamnez que l'utilisation des cadavres est atroce, donnez-nous alors votre solution plus efficace, si vous en avez. Et pour l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, même avec ses moyens atroces, il n'a pas abouti à sa fin idéale. Car si celui-ci avait abouti à sa fin idéale, celle-ci aura justifié ses moyens. Nous vivons dans un monde binaire. Comme vu, il existe la terre et le ciel, le feu et l'eau, l'homme et la femme, tout comme l'existence du bon et du mauvais. Chers auditeurs, on peut que défendre notre thèse du jour. La fin justifie les moyens. Une idée qui revient à dire que la moralité d'une action est déterminée non par son nature, mais par son utilité. Si le résultat final apporte plus de bonheur, de plaisir ou de bien-être, alors les moyens, même moralement discutables, pourraient être justifiés. Mais la question qui se pose, c'est dans quelle mesure et jusqu'à où cela reste-t-il valable? Tous les militants sont confrontés à ce dilemme. Tous ceux qui se battent pour une cause, contre l'oppression ou contre un état de fait qu'ils jugent injuste, se posent un jour la question de la méthode. Et moi-même, je me pose la question des moyens de cette lutte. Dans le monde dans lequel on vit, on voudrait trop souvent que les femmes qui combattent pour l'égalité des droits ou contre les violences le fassent avec modération, avec douceur, interdit d'avoir recours à un moyen éthiquement discutable ou immoral. Il faut en effet revendiquer ses droits, mais ne pas crier trop fort, car cela fait mauvais genre. Les gens critiquent la provocation, ils critiquent la violence, mais quelle hypocrisie, quand on sait très bien que sans ces coups d'éclat, personne ne parlerait de certaines situations. L'exemple le plus concret qui plaide notre cause est le mouvement inédit de 1903. À une époque où les sociétés favorisaient outrageusement les hommes mais assujettissaient les femmes. Une organisation vit alors le jour avec une vision unique et ciblée qui est de revendiquer le droit de vote des femmes. Au Royaume-Uni, les suffragettes militantes dans celles-ci ne se sont pas contentées de chercher les réponses à leurs questions innombrables en restant les bras croisés. Au contraire, elles ont agi. Elles se sont opposées à tous les usages et coutumes moraux. Elles ont essayé tous les moyens possibles pour atteindre leurs objectifs. Celles-ci brisaient des vitrines, posaient des bombes et sabotaient les réseaux électriques. La radicalité de leurs actions a choqué le royaume britannique, peu habitué à ces méthodes radicales. Et en 1918, le Parlement anglais fut alors contraint d'accepter la loi qui accorde aux femmes de plus de 30 ans le droit au vote. Mesdames et messieurs, chers camarades, les grands combats tels la lutte pour l'égalité homme-femme ou contre le racisme ou l'oppression politique ont besoin de toutes les bonnes volontés, des agitateurs comme des militants de terrain. Et comme dit Albert Camus, je cite, « Nous tuons pour bâtir un monde où plus personne ne tuera. Nous acceptons d'être criminels pour que la terre se couvre enfin d'innocents. » Fin de citation. Certaines actions, bien que éthiquement discutables à court terme, pourraient aboutir à long terme à des avantages qui dépassent les préoccupations morales initiales. Les sacrifices consentis aujourd'hui pourraient aboutir à un lendemain meilleur. Et puisque nous ne sommes pas justifiés à croire en toute assertion que nous avons raison de nier, alors nous ne sommes pas justifiés à croire en toute assertion morale. Merci. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais féliciter quelqu'un. Bravo Hitler, ni fin ni moyen. C'est super. Ensuite, pour revenir sur ton intervention à elle-même, Jean Valjean lui-même s'est repenti. Il est devenu maire et ensuite a empêché les jeunes de voler et de suivre son chemin de pickpocket. Mais vous ne semblez pas vouloir vous repentir.
Et pour revenir sur votre intervention, Amel, nous ne sommes pas là pour vous donner des solutions, mais simplement pour défendre une thèse qui nous a été donnée. Bref. Et vous, mademoiselle, je ne vous oublie pas. Vous parlez de couper une jambe, un geste immoral, mais vous parlez de génocide, de viol, de meurtre, de terrorisme, et vous nous parlez de couper une jambe pour sauver son propriétaire. Bref. Ensuite, en mettant l'accent sur les résultats à tout prix, la confiance au sein de la société peut être compromise. Des actions menées de manière contestable pourraient générer de la méfiance et de la division. Je vais vous donner un simple exemple, un exemple très banal. Ayman Brada, la semaine dernière, tu es venu me voir et tu m'as demandé combien d'interventions allions-nous faire. Je t'ai répondu 5. J'aurais pu te tromper, dire 6 ou préparer 6 pour gagner. La fin est de gagner, les moyens est de te tromper et de te mentir. Réfléchis. Maintenant, chers opposants, je vous l'accorde, le bien-être collectif est certes un objectif louable. Cependant, sacrifier l'éthique au nom de cet objectif remet en question la légitimité de nos actions. Le respect des droits et de la dignité, je le pense, ne doit jamais être relégué au second plan. Mais je vous invite, opposants, à réfléchir un petit peu. Devons-nous, dans la quête de résultats, abandonner les principes éthiques? Pouvons-nous fermer les yeux sur les conséquences à long terme de nos actions? Opposants? Non, très chers camarades, au cours de nos apprentissages, une évidence se dresse. L'idée que la fin justifie les moyens surgit comme une tempête, menaçant de dévier notre cap moral. Et notre école, avec sa philosophie de progrès continu, nous a toujours appris à ne jamais, au grand jamais, normaliser la médiocrité et à toujours nous battre dans le respect de nos valeurs. Mais vous, aujourd'hui, vous osez vous tenir ici et la contredire ouvertement. Non seulement au sein même de son établissement, mais derrière ce pupitre. Ce pupitre qui, durant ces 15 dernières années, a été signe de sagesse. Vous osez vous tenir derrière et sortir toutes sortes de bêtises que je l'espère du plus profond de moi-même. Vous n'y croyez pas un mot et que vous les défendez simplement parce qu'il vous a été infligé. Maintenant, pour conclure, imaginons, chère audience, chers jurys, chers camarades, notre école, tel un navire naviguant sur le flot de nos principes. L'idée que la fin justifie les moyens surgit telle une vague, une tempête, menaçant de le faire couler. Et c'est là que la voix de la raison surgit, tentant tant bien que mal de nous remettre sur le droit chemin. Cette voix de la raison, vous l'auriez devenue, c'est mon équipe et moi-même. Nous sommes ici aujourd'hui pour 2 choses. La première étant d'être sûr que vous ne sortez ces propos que pour défendre une position qui vous a été infligée. Une seconde, c'est de vous ouvrir les yeux, chère audience, et de ne pas vous laisser guider par ces machiavéliques. Et oui, vous êtes machiavélique. Maintenant, si je puis vous donner un conseil, ce serait le suivant. Dans nos navigations futures, rappelons-nous que les objectifs éphémères peuvent obscurir la boussole de nos principes. Ainsi, garder le cap moral, même dans les tempêtes des objectifs momentanés, est crucial. Et en restant fidèles à nos valeurs, nous traçons un sillon qui mène non seulement à la réussite temporaire, mais aussi à l'édification d'un édifice moral, solide pour l'avenir. Car il ne sert absolument à rien de partir en quête d'un avenir, mais d'un demain mieux qu'aujourd'hui, lorsque chaque jour nous laissons tomber une partie de nous. Merci. Honorable audience, avant de commencer mon intervention, j'aimerais revenir sur certains points. Ma chère Selma, aussi tentant que cela puisse paraître de me permettre les illusions où vous semblez clairement vous noyer, je ne peux pas me permettre cette possibilité. En effet, nous n'avons pas exactement eu la même éducation. Car vous, idéaliste que vous êtes, préférez croire en le bien absolu, tout en nous accusant du mal en personne. Je trouve cela un tant soit peu, comment dirais-je, contradictoire, vous ne trouvez pas? Et concernant ces solutions que vous n'avez pu nous proposer, celles que vous prétendez inexistantes, et bien justement c'est le cas. Car à la glorieuse époque du XVIe siècle, on ne pouvait faire autrement. Tout comme je voudrais revenir sur ce commentaire concernant la jambe coupée. Eh bien, je dois dire que je suis déçue, et surprise aussi, que vous n'avez pas pu concevoir la nature métaphorique de cette phrase, qui représente tout moyen immoral dans la définition inexacte que vous avez proposée, laisse à désirer. C'est pour cela que je vous conseillerais d'aller revoir votre cher professeur de français pour une leçon impromptue
deux figures de style. Et enfin, un dernier conseil avant de commencer réellement cette intervention. Arrêtez donc de parler dans l'hypothèse et de pointer du doigt en donnant quelque chose de complètement intangible. Bien. Mesdames et messieurs, honorable audience, bien le bonjour. Nous avons vu défiler durant le débat d'aujourd'hui réquisitoires et plaidoiries, condamnations et bénédictions, illusions placides à la teinte utopique et réalité brutale au goût âpre et amer que certains d'entre nous n'ont su avaler. Nous avons attaqué et défendu, plaidé et concédé. Mais malgré tous nos efforts, il subsiste encore dans l'Assemblée des regards où la confusion est clairement discernable. Bien évidemment, mon sens de l'honneur ne peut me permettre de laisser ces pauvres âmes perdues tâter aveuglément dans l'obscurité et le mensonge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me tiens pour la deuxième fois ici devant vous, afin d'allumer la flamme brûlante de la vérité, avec l'espoir qu'elle puisse guider les esprits vagabonds et qu'elle chasse le doute une fois pour toutes. Voyez-vous, mesdames et messieurs, je serai comme le phare qui vous guidera vers la terre ferme une dernière fois, avant que vous ne soyez submergés par un océan de mensonges et de calomnies. Car après tout, les propos de nos très chers opposants qui clament que la réalité que nous connaissons tous est une utopie douce et sereine où tout va bien dans le meilleur des mondes, ne sont qu'impossibilités leurres et chimères. Un mythe fabriqué de toutes pièces pour vous vendre du rêve. Ignorant totalement la nature du monde dans lequel on vit, la nature de l'homme avec un grand H, qui reste jusqu'à présent le mystère insoluble qui a noyé dans la folie toute âme assez courageuse pour avoir essayé de le résoudre. Ignorant totalement les notions même du bien et du mal et l'équilibre sacré qu'il représente. Tels des fanatiques adorateurs de perfection, courant désespérément derrière un but inachevable. Mesdames et messieurs, je vous prierai de faire appel à votre bon sens et de résister à la tentation du fruit défendu. Ne soyez pas naïfs au point de ne pas prendre en considération la loi primordiale qui gouverne notre monde. Celle qui stipule clairement que le bien, la lumière du bien, ne peut exister sans l'ombre du mal. Et sur ce, mesdames et messieurs, ce fut là mon dernier testament. Et j'espère que ces quelques mots que vous aurez la patience de méditer vous permettront de voir au-delà de votre vision teintée par l'illusion. Merci.